Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce premier épisode de plusieurs minutes d'histoire avec Jean-Philippe. Je suis Jean-Philippe, votre hôte, et comme moi, vous avez peut-être récemment été voir le film La chute de la Maison-Blanche au cinéma. C'était plutôt mauvais, mais vous aurez sans doute aimé la scène où le AC-130 se fait détourner et attaque Washington. D'autres spectateurs auront peut-être eu un premier contact avec le AC-130 en jouant à la série de jeux vidéo Call of Duty. Copy. You are cleared to engage the moving vehicle and any personnel around you see. Affirmative. Crew, you are cleared to engage, but do not fire on the church. Okay, he's moving again. Eh bien, ce soir, nous allons nous pencher sur le principe des canonnières volantes, des gunships. Nous allons passer en revue leur développement et leur évolution. Bonne émission. Bien entendu, l'idée comme telle de tirer des flancs d'un avion pour toucher l'ennemi au sol est loin d'être nouvelle. Même si elles étaient principalement destinées à être utilisées à des fins anti-aériennes, les mitrailleuses sur plateforme pivotantes des avions de la Première Guerre mondiale le permettaient déjà, et furent parfois utilisées de la sorte. C'est d'ailleurs durant ce conflit que va naître le concept d'appui aérien rapproché, c'est-à-dire l'emploi de l'aviation pour venir en aide aux troupes à proximité de l'ennemi. En général, c'est cependant les chasseurs qui réussissent le mieux à s'acquitter de cette tâche, en utilisant leurs mitrailleuses fixes montées sur le nez. Mais déjà, une manœuvre toute simple en faisait rêver plus d'un. Un virage au pylône, un pylon turn, pour employer l'expression anglaise, est une manœuvre qui trouve ses origines dans le monde des courses aériennes. Elle consiste à faire tanguer l'avion de manière à l'engager dans un virage à inclinaison constante, de sorte qu'une ligne imaginaire puisse être tracée entre la pointe de son aile et un point fixe au sol, un peu comme si un fil les reliait. Entre 1926 et 1927, le lieutenant américain Fred Nelson, alors instructeur de vol au Texas, teste avec succès l'emploi de mitrailleuses fixes de calibre 30 tirant des flancs d'un Erco DH-4, employant un tel virage autour d'une cible. De l'autre côté de l'Atlantique, l'idée fait également du chemin, alors que les Français allaient tester l'utilisation de canons de 75 sur les côtés de leurs bombardiers AB-22 en 1932, avec dans l'esprit d'utiliser une telle plateforme dans les guerres coloniales. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les Britanniques vont même utiliser quelques C-47 équipés de mitrailleuses de calibre 50 sur les côtés dans l'opération visant à reprendre les Burma des mains des Japonais en 1943. C'est malgré tout toujours l'utilisation de mitrailleuses montées à l'avant des aéronefs et l'utilisation des roquettes et des bombes qui dominent encore largement l'appui aérien rapproché au cours de toute la guerre. C'est qu'il est encore difficile d'être précis avec des armes montées sur les flancs. De plus, la cadence et la puissance de tir de ces dernières est souvent limitée. En Corée, on commence sérieusement à chercher des alternatives, comme nous l'explique ce vétéran. Just a lot of times we'd go out and we'd pick out a building, and the damn thing is 40 or 50 feet wide and maybe 100 feet long, and the rockets are wonderful for that. You can hit that thing with all 8 of the rockets, you know, one at a time, and never miss that. But if you're trying to hit something that's the size of a starter shed on a golf course, not so good. Quelques années plus tard, un groupe de missionnaires en Équateur allait donner de bien drôles d'idées à la US Air Force et remettre le concept de virage au pylône sur la table. Jim, just watch me. Look, what we're gonna do is we're gonna let out so much line that the drag of that line is gonna work with centrifugal force. See that? And as I keep the airplane in that tight, continuous turn, oh wow, look at that. Huh? The bucket stays in almost exactly the same spot. It hardly moves. In theory. In theory. In theory. Do you know what theory is? Theory. You believe me?
You know what this means? This is it. We make contact. L'opération Oka fut lancée en 1956 par 5 missionnaires chrétiens américains et visait à évangéliser les tribus indigènes du peuple des Huaorani. Comme il est admirablement démontré dans le film End of the Spear, paru en 2006, les missionnaires eurent la brillante idée d'utiliser un virage au pylône pour livrer des cadeaux et entrer en contact avec les tribus hostiles et éloignées, difficilement accessibles dû au couvert de la jungle. Looks like they're home! Oh yeah! Are you sure this will work? You know what theory is? I know what idiot is! Let's go, bucket time! Copy that! Vaya con Dios! Here we go! Oh, steady there, boy. You're shaking my breakfast. Don't throw up on my Modani. La US Army, la US Air Force et même la NASA allaient très vite s'intéresser à l'histoire et faire de nombreux essais visant à donner une application militaire à cette technique. L'épaisseur de la jungle vietnamienne et la nature des opérations en Asie du Sud-Est allaient éventuellement redonner un certain regain au programme. La lenteur avec laquelle la charge répondait aux corrections de trajectoire de l'avion, on parle parfois de près de 30 secondes, rendait cependant très difficile la livraison de lourdes charges et rapidement mettre fin au projet. En 1963, Ralph Flexman va proposer qu'on utilise le concept de virage au pylône pour l'appliquer aux problèmes que suggèrent les cibles transitoires en contexte de guerre contre-insurrectionnelle. Il va par la suite faire part de son idée au capitaine John Simmons de la US Air Force. Les deux hommes allaient bientôt commencer à faire des tests et être à l'avant-plan d'un projet qui allait s'étaler sur plusieurs années. Entre-temps, d'importants développements avaient été faits au niveau des mitrailleuses. Dans les années 60, les forces armées américaines ont commencé à explorer l'avenue des mitrailleuses à alimentation électrique pour le Vietnam. Cela allait d'abord nous donner le fameux M61 Vulcan, tirant des projectiles de 20 mm, qui allait équiper plusieurs générations de chasseurs, y compris nos CF-18 actuels. Pour les hélicoptères, qui s'étaient avérés très vulnérables aux tirs d'armes légères et de RPG, il fut décidé qu'une version moins lourde de l'arme serait développée, chambrée en 7.62 par 51 Autant, afin de leur donner une puissance de feu supplémentaire. C'est ainsi que serait développé le M134 Minigun, pouvant faire pleuvoir facilement plusieurs milliers de projectiles à la minute sur l'ennemi. Avec une telle arme, il devient de plus en plus envisageable de créer une canonnière volante efficace. Dès décembre 1964, on commence à tester différentes configurations sur 2 exemplaires du très vénérable C-47. On utilisera un viseur de caméra réflexe de 16 mm pour en faire des collimateurs utilisables par le pilote dans la cabine, et on montrait 3 M134 tirant des fenêtres du côté gauche de l'avion. Ces C-47 seraient rebaptisés FC-47 et on leur ferait subir une batterie de tests au cours de l'hiver.
se rend vite compte à quel point la plateforme peut, en utilisant des fusées éclairantes, être efficace pour repérer un ennemi qui se déplace souvent la nuit. Le FC-47, contrairement aux chasseurs, peut rester longtemps au-dessus d'une position et la surveiller. Lors de sa première mission nocturne, la veille de Noël, le FC-47 aurait à lui seul arrêté une offensive Viet Cong sur Trung Hung en utilisant seulement 8 fusées éclairantes et 4500 cartouches. Le programme serait donc un vif succès, si bien qu'au mois de mai 1964, on déciderait d'y aller de l'avant avec la constitution d'un premier escadron de canonnières volantes basé sur le C-47. Utilisant le fameux Pile and Turn, leurs 3 miniguns et une quarantaine de fusées éclairantes à bord, ils furent notablement en mesure d'apporter un support très important aux troupes au sol lors de l'opération Niagara, lancée début 68. L'appareil, une fois de plus rebaptisé, cette fois connu sous le nom d'AC-47 Spooky, aligne bientôt 2 escadrons, totalisant une trentaine d'exemplaires au Vietnam. Mais Spooky a ses limites. Malgré son grand succès au combat, le AC-47 demeure basé sur un vieil appareil, possédant un espace cargo relativement petit, ce qui limite l'emport de munitions et de fusées éclairantes. Ses ailes basses limitent également la visibilité du sol et rend le repérage des cibles plus difficile. C'est du désir de dresser ses lacunes que naîtrait bientôt le projet Gunboat, destiné au développement d'une canonnière plus volumineuse, emportant une puissance de feu supplémentaire à son bord. En janvier 1967, il fut décidé que le projet allait utiliser le C-130 comme base pour la nouvelle canonnière. C'est d'abord 4 M134 et 4 gros M61 qui seront montés sur les prototypes. On ajoute également aux traditionnelles fusées éclairantes un gros projecteur, de même que des capteurs infrarouges et un télémètre laser. Un système de contrôle de tir guide maintenant le pilote vers la cible sur le collimateur, lui permettant de verrouiller une cible et de tirer, même s'il ne la voit pas. Les tests en zone de combat se montreraient très favorables et on aurait tôt fait de voir les avantages d'une plateforme plus grosse offrant plus de visibilité que le C-47. On décèle également son grand potentiel, d'une part pour le support rapproché, mais également pour un rôle d'interdiction. Les AC-130 expérimentaux détruiront une trentaine de camions ennemis entre septembre et décembre 1967, puis près de 400 l'année suivante. En regardant les coûts, on se rend également compte que le AC-130 demeure très peu coûteux en le comparant à d'autres moyens de support rapproché et d'interdiction du moment. À la fin de la phase de test en vol, en novembre 1968, on lance la mise en production de l'appareil. Depuis l'été, plusieurs requêtes émanant du terrain poussent pour l'intégration d'armes de calibre encore plus gros. Dans le but de rendre le AC-130 moins vulnérable, il fut décidé qu'un Surprise Package, un paquet spécial, serait intégré à la plateforme. Le package comprendrait des canons Bofors de 40 mm, de même que de nombreuses améliorations du système de désignation de cibles et de visée. Le premier prototype équipé du package allait quitter l'Amérique en novembre 1969 pour entamer à son tour sa phase de test en zone de combat au Vietnam. Le prototype dépasse toutes les attentes sur le terrain. Les AC-130A, déjà en opération, seraient aussitôt convertis au nouveau standard en 1970. En 1971, on décide de pousser la chose encore plus loin, en décidant d'envisager la possibilité d'ajouter un canon d'artillerie au système. C'est éventuellement l'obusier M102 de 105 mm qui allait être sélectionné. Les tests allaient se dérouler durant l'été 72 et encore une fois s'avouer très concluants. C'est bientôt 11 AC-130 désignés AC-130E
qui allait ainsi être équipé du gros canon de 105. Au final, le nouveau AC-130 Spectre serait vital au Vietnam dans l'interdiction des lignes de ravitaillement le long de la piste Ho Chi Minh, y détruisant plus de 10 000 camions. Pretty low. There's a hit. It's on lower. Lower. Oh, wow. Let's go. Nice hit. Oh, way up on it. Okay, got any more? Wow. That's a boat? You betcha. Direct hit on tank 1 of target 4. And he's moving. Parallèlement au développement du AC-130, on explore également la possibilité d'employer le Fairchild C-119 comme plateforme pour une nouvelle canonnière. Plus petit que le C-130, le C-119 présentait néanmoins lui aussi l'avantage d'être pourvu d'une configuration aile haute. Armé de 4 M134 et de capteurs semblables à ceux développés pour le AC-130, le nouveau C-119G Shadow entrerait en service en 1968, remplaçant complètement les AC-47 dans leur rôle d'appui rapproché. Ils viendront éventuellement en aide au AC-130 sur la piste Ho Chi Minh. On ajoutera plus tard 2 nacelles emportant de petits turboréacteurs pour augmenter sa capacité d'emport, et on ajouterait 2 canons Vulcan, ce qui créerait le C-119K Stinger. Au total, 52 AC-119 seront construits. Ils seront éventuellement légués à l'armée sud-vietnamienne, où ils continueront de servir jusqu'en 1975. Via le projet Credible Chase, lancé en 1971, les Américains tenteraient aussi de doter l'armée sud-vietnamienne d'une certaine capacité dans le domaine, en développant des prototypes de petites canonnières volantes. Des avions légers monomoteurs furent modifiés avec un canon tritube de 20 mm en sabord et des pylônes sous les ailes pour l'emport de charge, ce qui allait nous donner le AU-23A Peacemaker et le AU-24A Stallion. Les 2 appareils seraient ultimement jugés comme étant trop vulnérables aux tirs antiaériens et les AU-23 seraient finalement vendus à la Thaïlande alors que les AU-24 seraient achetés par le Cambodge. Les 2 petites canonnières servent toujours dans ces armées aujourd'hui. Après la guerre, l'AC-130 continuerait d'être amélioré au fil des avancées technologiques. On commencerait par les doter d'une capacité de ravitaillement en vol à la fin des années 70. Les capteurs de 10 AC-130E seraient par la suite fortement améliorés, nous donnant les AC-130H, dont 8 sont encore en service aujourd'hui dans la US Air Force. Ces 8 survivants seront éventuellement rejoints par les 17 nouveaux AC-130U Spooky 2, produits par Boeing au début des années 90. Au fil des ans, le AC-130 serait employé en Grenade, au Panama, en Irak, en Somalie, en Afghanistan, puis une nouvelle fois en Irak. L'appui rapproché fut la mission la plus importante du AC-130 en Irak. Évoluant toujours sous le couvert de la nuit, il put venir en aide à maintes reprises aux troupes au sol et, usant de ses capteurs sophistiqués, amasser de l'information cruciale au développement des opérations. Gun ready. Then 2. They're getting. Then half. Then half. Gun ready. Direct. En fait, les AC-130 seront tellement employés qu'ils allaient vieillir avant leur temps.
There are new concerns tonight that America's aging AC-130s are falling apart. David Martin has this exclusive report. A prop plane in a jet age, and an ungainly one at that. But the AC-130 gunship may well be the single most overworked piece of equipment in the American arsenal. When it takes on a full load of ammunition, it becomes a flying tank. Every time Special Operations Forces conduct a mission in Iraq and Afghanistan, an AC-130 covers them from the air. We are the #1 aircraft for percentage of combat time and total time over the course of the year. The airplane Lieutenant Colonel Mark Clausen is flying on today's training mission has been in service for 17 years. But the war is making the gunship old before its time. We've been flying at a rate 4 times what they ever anticipated, so effectively, this is a 40-year-old C-130 in the way it reacts. The back of the plane is filled with crew members, instruments, computers, guns, and ammo. So full, it's at maximum gross weight. And that basically means max throttles, max gross weight, and it's max wear and tear on the aircraft on a daily basis. La US Air Force est bien consciente du problème et plusieurs projets sont sur la table pour mettre au rencard ces vieux appareils et les remplacer. En décembre 2012, le nouveau AC-130J a pris pour la première fois son envol. La US Air Force prévoit se prémunir de 16 de ces nouveaux coucous à partir de 2014. La société italienne Alenia proposait la même année son nouveau MC-27J, une canonnière basée sur son tout récent C-27J Spartan. La Force aérienne royale jordanienne s'affairerait tant qu'à elle présentement à convertir 2 de ses CN-235 en canonnières volantes, censées entrer en service cette année. Il y a donc beaucoup d'avenir pour les canonnières volantes, et elles continueront sans doute à donner la mort au désert pour encore plusieurs années. Merci d'avoir été des nôtres, et je vous retrouverai très bientôt pour un autre épisode de Plusieurs minutes d'histoire avec Jean-Philippe. Au revoir.